Bonjour. Alors nous avons vu les machines ou des systèmes qui fonctionnent de manière perpétuelle mais sans produire d'énergie. Mais de toute façon, une machine qui ne fournit aucune énergie n'est guère utile. C'est juste un joujou. Ou parfois avec un aspect un peu pratique, comme ces horloges ou montres perpétuelles qui fonctionnent sans devoir être remontées, mais qui en réalité ne sont pas perpétuelles. Ils tirent leur énergie des variations de température jour-nuit ou des vibrations, des mouvements. Donc ils extraient bien de l'énergie de quelque part. Ce qu'on aimerait avoir, c'est une machine qui fournit de l'énergie et de l'énergie utile, c'est-à-dire un travail. Donc on va voir les deux autres cas de machines perpétuelles. Et tout d'abord, celle avec production d'énergie. Alors puisque le mouvement est perpétuel, cela signifie que sur un cycle, la machine revient à son état initial et recommence. Et donc, elle revient à une situation avec la même énergie totale. Par contre, elle ne reçoit aucune énergie d'extérieur, mais en fournit. Et c'est donc une violation du premier principe. Et donc, c'est impossible. C'est ce qu'on appelle les machines perpétuelles, à mouvement perpétuel, dites du premier type. On l'a vu, le premier principe est plus que solide. Il est indéboulonnable. On peut imaginer une légère variante. Le système ne fait pas réellement un cycle et il voit son énergie interne diminuer indéfiniment. Mais aucun phénomène physique connu ne l'autorise. Tous les systèmes physiques connus, sans aucune exception, ont une énergie de base, minimale. Et fini. Et on ne peut descendre en dessous. Parce qu'alors, évidemment, ça ne serait pas l'énergie minimale. C'est exactement comme pour l'histoire du zéro absolu. On ne peut pas être plus immobile que l'immobilité totale. Si l'énergie interne est due à l'agitation des atomes, par exemple, quand ils sont immobiles, il n'y a plus rien à tirer. Certains fantasment sur l'énergie du vide, une notion qui vient de la physique quantique. Mais même cette énergie du vide, qui peut paraître mystérieuse ou profane, est en fait quelque chose de bien défini. Pas toujours facile à manipuler, à cause de la présence de l'occurrence de valeurs infinies qui viennent dans les résultats et qui d'ailleurs fait fantasmer. L'infinité d'énergie, ça fait fantasmer. Mais on ne peut pas extraire de l'énergie du vide à l'envi. Si on extrait de l'énergie, par exemple avec un phénomène appelé effet Casimir, on modifie le système qui donne une certaine énergie venant de l'énergie du vide, mais pour revenir à l'état initial, il faut rendre cette énergie et on ne gagne rien. Les E2PZ, qui est une abréviation qui signifie extracteur d'énergie de point zéro, reste un fantasme de la science-fiction, comme dans la série Stargate. Rien n'exclut, évidemment, qu'on trouve quelque chose comme ça un jour. Mais ce n'est pas dans les objets physiques et les systèmes physiques et les processus physiques connus qu'on le trouvera, puisque ça n'y est pas. Ce n'est pas avec des engrenages, des aimants ou divers mécanismes connus par ailleurs, que l'on pourra faire surgir de l'énergie comme par magie. Or, ceux qui tentent de fabriquer des systèmes tels que ceux-là le font avec des mécanismes et des processus physiques connus comme ne créant pas d'énergie. Considérons maintenant le troisième cas. C'est le cas des machines qui convertissent de la chaleur en travail. En fait, ça existe. C'est le fonctionnement, par exemple, d'une turbine dans une centrale électrique thermique qui transforme la chaleur qui est fournie par un combustible quelconque, qui est transformée par la turbine en énergie mécanique
elle-même transformée ensuite en électricité à l'aide d'un simple alternateur. Mais nous l'avons vu, dans ce cas, l'entropie augmente. Pour pouvoir revenir à l'état de la source, pour pouvoir revenir à l'état de départ, il faudrait pouvoir faire passer de la chaleur de la source froide vers la source chaude et sans dépenser de travail. Ou du moins que le travail qui a été produit. Cependant, cela implique et cela rendrait le système, donnerait un rendement supérieur à 100%. Mais cette dernière étape provoque une diminution de l'entropie totale parce que elle est plus forte que l'entropie, que l'augmentation d'entropie due à l'extraction du travail, la production du travail. C'est une conséquence du rendement maximum de Carnot. Donc, on peut faire un tel dispositif en respectant le premier principe, ça c'est possible, mais la diminution d'entropie totale est interdite par le second principe. Et c'est d'ailleurs ça qui explique le rendement maximum de Carnot, qu'on a vu. Et ce rendement maximum est une simple conséquence qu'un corps chaud contre un corps froid, spontanément laissé tout seul, la chaleur va du chaud vers le froid. Si on peut le forcer, on en a parlé, mais alors on apporte du travail pour le faire. Et c'est le simple fait que sans apporter de travail, ça se produit. Et donc, la conséquence, c'est ce rendement limite. Et on voit mal comment contourner ça. On ne peut pas dire à un système, tiens, spontanément, fonctionne dans l'autre sens. Les telles machines, imaginées pour vaincre le deuxième principe de la thermodynamique, s'appellent donc machines à mouvement perpétuel du second type. On rendra ce principe encore plus solide avec la physique statistique. Donc on parlera de cela. Et donc il est impossible de pomper de l'énergie, de la chaleur, dans l'air. Parfois aussi place appelée système ou machine à une seule source de chaleur ou machine monotherme. On doit avoir initialement deux sources de chaleur à température différente, donc une machine ditherme, qui en s'égalisant provoque un flux de chaleur, une augmentation d'entropie et la production de travail. Et l'arrêt de la machine se produit dès que l'équilibre est atteint, ou qu'on refournit de l'énergie sous une autre forme, comme du carburant. La thermodynamique est donc sans appel. Il n'y a pas de mouvement perpétuel utile, produisant de l'énergie. Il n'y a pas d'énergie gratuite. La free énergie, énergie libre, avec la mauvaise traduction. Alors, parlons de ce qu'on trouve sur Internet. Alors, sur Internet, on trouve toutes sortes de dispositifs, soi-disant d'énergie libre, souvent avec cette mauvaise traduction. Ces dispositifs sont souvent très astucieux. Ils imaginent des systèmes parfois assez malins. Et ils utilisent aussi souvent des aimants, pas toujours, mais c'est fréquent. Simplement parce que le magnétisme fascine. C'est la seule raison pour utiliser des charges électriques, par exemple, plutôt que des aimants. Mais non, c'est les aimants qu'ils utilisent. Mais ces dispositifs ne marchent pas. En dehors des canulars et des fraudes, il y en a, surtout des canulars d'ailleurs, quelques fraudes, en absence de preuves,
de preuves indépendantes, une réalisation indépendante faite par d'autres scientifiques par exemple, il est difficile de séparer le bon grain de l'ivraie. On retrouve souvent ces dispositifs dans des vidéos, YouTube est leur royaume, mais les vidéos sont invérifiables. On ne sait pas exactement dans quelles conditions elles ont été réalisées. Une vidéo ne montre pas nécessairement tout. Une partie du dispositif peut ne pas être visible. Et pire encore, parfois une vidéo peut être truquée. C'est très facile en fait. Il n'y a même pas besoin d'effets spéciaux sophistiqués, ni de tour de passe-passe à la David Copperfield. Parfois il suffit d'un peu d'astuce pour truquer une vidéo. Et donc il est difficile de vérifier. Et ces dispositifs présentent toujours des failles qui empêchent le dispositif de fonctionner correctement. Ces failles sont parfois très difficiles à déceler. Non seulement à cause de la complexité de ces machines. Certaines sont simples, d'autres sont parfois vraiment compliquées. Mais aussi et surtout parce que ceux qui les décrivent, que ce soit dans des vidéos, que ce soit dans des discussions, dans des forums, ou que ce soit sur des sites internet, souvent ils sont confus, imprécis ou incomplets. Ils n'expliquent pas tout. C'est pas nécessairement volontaire. Hein. C'est un métier que d'écrire ce genre de dispositif. Pas nécessairement perpétuel, hein, mais des machines. Des machines plus ou moins complexes, les décrire de manière précise, claire et complète, c'est un métier. Sans compter que, surtout dans des discussions, il y a sans arrêt des modifications. Ceci comme ça ne peut pas marcher. Ah, mais alors je fais comme ça. Oh, le système a changé. Et j'ai vu des discussions avec des changements de système comme ça, par dizaines. À la fin, on ne sait même plus de quoi on parle. Cela empêche vraiment de comprendre ou de fabriquer soi-même ces dispositifs. Même lorsque cette imprécision est involontaire, ce qui est fréquent, hein, beaucoup y croient vraiment. Ils ont beau jeu de contrer les arguments ou de ceux qui montreraient une machine réalisée mais qui ne marche pas. Parce qu'ils peuvent toujours dire « Oh, vous avez mal compris, vous mal fabriqué telle ou telle partie. » Ah oui, mais c'est mal expliqué. On ne s'en sort pas. Et bien souvent aussi, les scientifiques, ils ont un peu ras-le-bol, hein. Ils connaissent la théorie. Ils connaissent les expériences. Ils savent comment ça fonctionne. Ils savent que ce n'est pas possible. Et on leur présente des dizaines, des centaines de dispositifs comme ça. Ils ont autre chose à faire que de montrer que ça ne marche pas. D'ailleurs, c'est une règle en science. C'est celui qui affirme quelque chose qui doit le démontrer et le publier par les voies habituelles, les publications avec comité de lecture pour les scientifiques. Et ce n'est pas à quelqu'un d'autre de prouver que ça ne marche pas. Ça peut arriver. De dire, oh là, vous avez commis une grosse erreur. Ça arrive. Mais ce n'est pas le travail des autres scientifiques de prouver que ça ne marche pas. C'est celui qui imagine quelque chose qui doit montrer que ça marche. Et ça, les petits inventeurs de tous ces dispositifs-là le digèrent assez mal. Et ils disent, personne n'a pu prouver que j'avais tort. Ce qui est assez cocasse, c'est que aucun de ces petits génies, excusez le terme un peu de manière ironique, ces petits génies n'ont jamais réalisé une machine de ce type. Autrement, pas toujours honnêtement dans ce cas-là, que sur des vidéos qui sont impossibles à vérifier. Et d'ailleurs, franchement, si moi je fabriquais une telle machine comme ça, je ne la diffuse pas par vidéo ou sur Internet. Hein. Je m'en sers pour
fabriquer du courant et je supprime l'abonnement à Electrabel ou EDF. Et éventuellement, ça nécessite quelques aménagements au niveau légal, mais éventuellement, je vends l'électricité et je fais fortune. Pourquoi je me casserais la tête? Si tout le monde produit son énergie électrique, moi je gagne plus rien. Hein. Alors pourquoi faire ces efforts? Mais là, personne. Personne ne vend d'électricité gratuite. Mais, argument contré ou pas, ça ne rend pas plus réel ces fantasmes. Les fantasmes des grands incompris de la science officielle. Certains, pas tous, invoquent même des complots. On les empêche de diffuser leurs inventions géniales. On bloque ça parce que c'est les grands groupes pétroliers, etc. Ou les gouvernements qui contrôlent l'énergie. On a beau jeu d'inventer aussi des complots qui ne sont pas non plus vérifiables. Mais désolé, parce qui les opprime, ce n'est pas la science officielle ni les gouvernements, ceux qui les oppriment, ces inventeurs, c'est la nature elle-même. C'est la nature dont les lois physiques sont implacables. On ne peut pas décider de violer les lois de la nature. Sauf peut-être là aussi dans la science-fiction. On entend souvent ce genre de choses en science-fiction. C'est très facile. Alors, nous n'irons pas plus loin dans la thermodynamique classique. On arrête ici avec les machines à mouvement perpétuel aussi. On n'ira pas plus loin dans la thermodynamique classique, qui est encore très vaste. Hein, très très vaste. On peut établir toutes sortes de formules qui relient les variations de pression, température, entropie, énergie interne, enthalpie et bien d'autres grandeurs. On peut les appliquer à toutes sortes de systèmes physiques. On peut étendre ça à ce qu'on appelle la thermodynamique chimique. Donc c'est très très vaste. Mais cela nous mènerait beaucoup trop loin dans cette présentation. Et donc dans la prochaine vidéo, nous allons passer au second grand volet. Nous allons parler de la physique statistique. Je vous remercie.